Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Yves Lenoble, un astrologue incontournable en France, l'un des piliers de l'astrologie en France. Donc, on va explorer avec lui les thématiques qui sont chères à son cœur. Il s'agit de l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, c'est les grands cycles planétaires qui parlent des thématiques collectives et de leur impact aussi dans notre vie individuelle. Donc il va nous parler de cette spécialité, de ses explorations, de ses recherches sur cette thématique en particulier, ses anecdotes aussi. Vous allez voir, c'est un épisode passionnant. Ça va vous aider aussi à mieux comprendre les cycles qu'on traverse, qu'on a vécu là il y a peu, qu'on va traverser aussi, et de comprendre aussi comment analyser certains placements des planètes transpersonnelles dans notre thème astral et comment cela peut influer sur notre existence propre. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. N'hésitez pas à prendre un papier et un crayon parce que, à mon avis, vous allez apprendre 2-3 choses tellement cet épisode est intéressant. À tout à l'heure. Bonjour Yves. Bonjour Annabelle. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah oui, j'ai du soleil là. Alors aujourd'hui sur le podcast, je reçois Yves Lenoble. Je vais d'ailleurs vous présenter. On va parler de votre parcours, Yves, pour celles et ceux qui, oh sacrilège, ne vous connaissent pas encore. Et ensuite, on va explorer ensemble la thématique que vous avez choisie, qui s'avère être évidemment votre spécialité, donc l'astrologie des cycles planétaires, l'astrologie mondiale. Et je pense que ça va être très éclairant pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas encore cette facette de l'astrologie. Et puis pour ceux et celles qui ont certaines notions, vous allez voir, c'est un épisode qui va être très riche au vu de votre expérience et puis de votre pédagogie, vu que vous avez avec Solange Maïnel créé l'école Agapé. C'est l'inverse, c'est Solange de Magnel qui a eu l'idée. Il y avait Joël de Gravelaine aussi et Aline Gorille. Ah oui, toute une équipe, du coup, à la source de l'école Agapé qui a été créée en 89, c'est ça ? Exact. Vous, Yves, vous êtes spécialisé dans l'étude des cycles depuis 1974 et vous avez aussi un DESS, donc pour résumer, des études supérieures en ethnologie à la faculté de Paris 7. Donc on voit vraiment cette importance pour vous de la sociologie qui s'est répercutée dans la pratique astrologique et par la suite dans votre façon aussi d'enseigner l'astrologie. Et c'est extrêmement intéressant de voir que toute cette thématique autour de la sociologie, des regroupements, ça a été aussi pour vous très présent parce que vous avez quand même été vecteur d'événements au niveau astrologique parce que vous avez animé le congrès des astrologues à la Porte-Maillot, ce qui était quand même un grand événement qui a duré assez longtemps au final. Et c'était comment du coup cette expérience ? Oui. Bah, ça s'est continué un petit peu après, mais ça s'est essoufflé. Mais effectivement, il y a eu 13 années qui ont été très fortes, puisqu'il y avait jusqu'à 400 personnes au Palais des Congrès à Paris. Et c'était couplé avec un salon. Donc on trouvait tous les livres, tous les logiciels, toutes les associations étaient représentées. Donc c'était vraiment l'événement de l'année. Oui, mais c'est super intéressant d'écouter votre parcours parce qu'on voit vraiment la corrélation
sur la thématique des groupes, sur la dimension sociale et collective de Oui, oui. l'astrologie, et on voit comment vous avez continué de, voilà, de jouer ce rôle dans les communautés. Et donc, pour être bien clair, ce qui prévaut, en tout cas ce qui est très important pour vous dans votre recherche, c'est vraiment relier les grands cycles planétaires aux expériences individuelles et savoir expliquer le pont, au final, entre ces cycles et l'expérience personnelle. Exactement. Alors j'ai eu la chance, moi, de naître dans une famille qui faisait beaucoup des recherches, pas uniquement des recherches d'ailleurs, mais qui réunissait les représentants des différentes religions. Ma mère était au départ athée, mais elle s'est convertie. Et après, elle a voulu rencontrer les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans. Donc dans le département de la Sarthe dans lequel je suis né, eh bien, elle a été la première, je dirais, catholique à rencontrer des personnes d'autres religions. Et moi, j'étais adolescent à ce moment-là, donc j'ai baigné dans une atmosphère, si vous voulez, à la fois très spirituelle et en même temps où des courants très différents se côtoyaient. Et ça se faisait beaucoup aussi à travers la musique, parce que ma mère, c'était une violoniste et elle voulait que les gens fassent des choses ensemble. C'était plus facile de faire se rencontrer les gens si on les faisait chanter ensemble. Alors donc, je pense que, parce que j'ai fait beaucoup de recherches en psychogénéalogie, je pense que j'ai hérité en quelque sorte de cela, de ma famille. Et donc, inconsciemment, j'ai fait la même chose dans le milieu astrologique, hein, qui était dans les années 90 une véritable foire d'empoigne. Je réussissais pendant un week-end à ce qui est la trêve dans cette foire d'empoigne. Un conférencier savait qu'il ne serait jamais réinvité s'il disait du mal d'un autre conférencier. Donc, j'ai imposé une trêve, si vous voulez, parce que je voulais absolument que les contacts soient faits de manière, je dirais, cordiale. On avait le droit, si vous voulez, de dire son point de vue à fond, mais c'était pas la peine de taper, oui, surtout de critiquer les autres. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point, moi je suis ascendant cancer, le milieu familial peut vous conditionner. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, hein, quand j'ai fait moi-même une psychanalyse et puis tout ce travail de psychogénéalogie, d'astropsychogénéalogie même, qui est passionnant. Voilà. Tout ça pour vous montrer un peu d'où je viens. Oui, on voit un travail d'unification, quoi, d'unification sociale qui a constellé au final sur plein de thématiques, autant dans votre approche de l'astrologie que dans ce que vous avez essayé de faire aussi avec les astrologues. Oui, 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 parce que en France, il y avait deux branches très différentes en astrologie. Bon, l'astrologie individuelle que tout le monde connaît bien, et puis quelques personnes comme André Barbeau qui s'adonnaient à l'astrologie mondiale. Mais j'allais dire, c'était très schizo, hein, c'était très coupé en deux, hein. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de passerelle entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Alors moi, j'ai eu la chance, hein, puisque j'ai rencontré M. Barbeau à 16 ans, hein. J'ai eu la chance d'être dans les deux domaines à fond. Vous voyez. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, on ne peut pas les laisser comme ça, très séparés. Et puis j'ai eu la chance par les cycles de pouvoir réunifier en quelque sorte astrologie mondiale et astrologie individuelle. Et puis par ailleurs, bon, comme vous l'avez dit, hein, j'ai une formation de sciences humaines, donc j'ai jamais été un astrologue pur. J'ai fait toujours l'astrologie en tenant compte de tout ce que je connaissais. On est Oui, avec un regard peut-être un peu plus critique. à la fois critique, mais où on pouvait, comment dire, exprimer l'astrologie à travers tous les travaux modernes, hein, de psychologie, de sociologie. Oui, comme un outil à part entière. Oui, de les faire dialoguer. Parce Ouais. que jadis les astrologues, hein, avant le XVIIe, hein, ils étaient à leur manière psychologues, sociologues, astronomes, astrologues. Mm. Le concept d'astrologie pure n'existait pas avant le XVIIe. Hein. On Oui. pouvait être médecin, astronome, on avait une connaissance assez universelle. Bon, il se trouve que maintenant, bon, bah, on s'est spécialisé, mais je dirais que c'est dommage que les astrologues s'enferment en général dans une seule spécialité. Donc c'était l'astropsycho. Alors moi j'ai voulu faire en sorte qu'on élargisse le champ sur la psychologie sociale, l'ethnologie, la sociologie, etc.
pour aider nos auditeurs et nos auditrices à mieux comprendre l'astrologie mondiale et l'astrologie des cycles, qu'est-ce que c'est en réalité? L'astrologie mondiale, c'est de mettre en corrélation les configurations planétaires avec les événements d'ordre collectif. Hein, la guerre et la paix, les bonnes récoltes et les famines, la bonne santé et les épidémies. En fait, l'astrologie mondiale, c'est l'astrologie depuis toujours. Si vous voulez, l'astrologie existe depuis 5000 ans. Elle a été d'abord mondiale. Elle était, Certes. je dirais, l'astrologie pour le roi, pour le chef. Et puis bon, elle est devenue individuelle à partir des Grecs, hein, il y a 2300 ans à peu près. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt de l'astrologie mondiale, c'est qu'elle couvre tout le champ de l'astrologie. On a 5000 ans d'histoire, si vous voulez, mais elle s'est petit à petit structurée, hein, améliorée en quelque sorte, hein, si on veut. Ou dirons-nous, elle s'est adaptée aux différentes époques. Voilà. Donc, l'astrologie mondiale étudie ce qui est collectif. Hein, et comme dit Ptolémée, le collectif est plus important que l'individuel. L'individuel, pour Ptolémée, doit toujours être subordonné au collectif, hein, surtout à certaines périodes. Vous voyez, en ce moment, là, depuis quelques années, bon, bah, le collectif a pris beaucoup d'importance. Hein, depuis le Covid, par exemple, bon, bah, Oui. on subit beaucoup d'injonctions du collectif. Hein. Là, bon, bah, on est dans une guerre pas loin de chez nous, alors que toutes les personnes nées depuis 1945 n'avaient jamais connu la guerre. Donc, on subit de plus en plus le collectif. Voilà. Mais bon, c'était toujours comme ça jadis. Nous, on a été habitués, hein, aux valeurs individuelles, mais c'était récent. Alors là, on revient, je dirais, dans ce qu'a longtemps été l'histoire, où le collectif avait beaucoup d'importance. Or, à ce niveau-là, bon, ben, il faut faire de l'astrologie mondiale, si vous voulez, pour justement bien comprendre tout ce qui se passe et pas s'en tenir à l'individuel. J'adore ce que vous dites parce que c'est quelque chose que je défends vraiment beaucoup. C'est la place du collectif dans l'astrologie, dans nos réflexions et même voilà, dans le thème astral individuel, personnel, où on doit prendre en compte les grands changements, les grandes transitions pour lire un thème natal et comprendre aussi d'où vient l'individu ou ce que l'individu est en train de vivre. Et on ne peut pas entre guillemets, après ça c'est vraiment aussi ma perspective, personnelle, mais exiler le thème individuel, et le déconnecter, de, bah, la période dans laquelle, il a évolué, né, et ce qu'il vit, les grands transits actuels aussi que on ressent en fait dans nos thèmes, quoi. L'individuel, je dirais, est relié au collectif, comme on vient de le voir, mais aussi au groupe. Si vous voulez, la notion de l'individu, de la personne, c'est pas, j'allais dire, c'est pas donné au départ. C'est pas au départ, c'est des potentialités. Hein, mais on va naître dans une famille. Mmh. Avant d'être un individu, on est le membre d'une famille, on est très dépendant, on est très, je dirais, dans ce que pense notre mère, notre père, etc. Ouais. L'individu, c'est une conquête, en fait. Hein. Alors pour moi, c'est intéressant hein, de prendre en compte d'abord hein, le milieu d'où on vient, aussi bien Le groupe le restreint, groupe c'est ça? restreint, voilà, aussi bien à un niveau familial que même à un niveau social. C'est différent hein, de naître dans une famille riche que dans une famille pauvre. C'est différent hein, de naître dans tel pays que dans tel autre. Il y a beaucoup de conditionnements dont il faut prendre compte. Et bon, on le fait inconsciemment, si vous voulez, nous astrologues. Mmh. Mais c'est aussi quand même bien de le formuler, vous voyez, de l'étudier de manière plus solide, plus sérieuse. Voilà. Ouais. Au niveau de l'ethnologie et de la sociologie et les études que vous avez entrepris à ce niveau-là, comment est-ce que vous avez vu, que ça pouvait nourrir votre perspective astrologique? Vous avez dit, il y a toujours eu ce lien en fait, entre les sciences humaines et l'astrologie, mais concrètement, comment ça vient, créer un peu une différence au final? Un de mes premiers cours, quand j'étais dans l'école de Jean-Pierre Nicolas, j'avais fait la comparaison entre la vie d'Hitler et de Charlie Chaplin. Je ne sais pas si vous le savez,
sont quasiment nés à, quelques, à quelques jours, à 2, 3 jours d'écart, ils ont les mêmes dominantes. Donc, c'est pratiquement le même thème. Donc, c'est intéressant, justement, que comme ils ont les mêmes tendances de base, hein, de voir que l'un est né en Angleterre et a vécu aux États-Unis après, et l'autre a vécu en Allemagne. Donc, ils ont vécu dans des pays qui avaient des structures sociales très différentes. Hein. L'Allemagne n'avait pratiquement jamais connu la démocratie, hein, alors que, bon, ben, on sait que la démocratie est née en Angleterre, elle s'est beaucoup aussi développée aux États-Unis. Hein. Donc, il y avait cette grande différence. Et puis, en fait, Charlie Chaplin a pu réaliser toutes ses potentialités artistiques à travers le mime et le cinéma, hein, alors que Hitler, lui, a été refusé à l'école justement d'art à laquelle il postulait, hein, et donc il n'a pas pu développer ce potentiel sur le plan artistique. On a vu malheureusement qu'il l'a développé sur un autre mode. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on comparait l'évolution d'Hitler et l'évolution de Charlie Chaplin, ils ont des événements aux mêmes dates. Hein. Par exemple, à 30 ans, hein, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Bon, bah, à ce moment-là, Hitler, lui, il est fait d'ailleurs, il est quasiment hospitalisé, hein, maladie mentale, hein, il est devenu sourd, il est devenu muet, et puis il s'en sort après en faisant un délire paranoïaque, si vous voulez. Mais au même moment, vous avez Charlie Chaplin qui en a marre, hein, de dépendre de producteurs, il devient lui-même producteur de son œuvre. Voilà. Donc, ils prennent de grandes décisions au même moment, mais on voit dans des contextes très différents. Donc, ça avait été une manière pour moi, vous voyez, de jeune astrologue, hein, dans mes premiers cours, hein, de faire intervenir en quelque sorte des paramètres qui étaient des paramètres beaucoup plus sociaux. Ouais, c'est ça, sociologique, de contexte au final, parce que c'est vrai que c'est hyper important. La culture la culture dans laquelle on évolue, sociologique, politique, qui va, activer, enfin qui va mettre en avant notre thème astral, d'une certaine manière, en tout cas qui va, nous, donner un cadre sur la manière dont on se vit aussi, Voilà. en mettant en exergue certaines tendances, de manière totalement différente. Oui, donc quand on interprète un thème en consultation, il faut adapter justement, hein, ce qu'on a à dire à au cadre justement dans lequel vit la personne. Donc, faut pas nous, on n'hésite pas à lui poser des questions pour justement bien se rendre compte dans quel cadre elle vit, dans quelle famille elle a eu, quelles études elle a effectuées, etc. Ouais, le cadre culturel, familial et du pays. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, qui apparaît beaucoup, enfin, qui peut être difficile pour les gens quand on parle d'astrologie parce qu'ils s'enlisent tout le temps dans cette, notion de causalité. On a tel placement, donc on a tel résultat. Alors que non, c'est un terrain, il y a un terrain, qui est mis en avant et après en fonction de, notre contexte, notre environnement familial, sociétal, politique, tout ça va, exister et éclore, d'une manière tout à fait différente et mettre en exergue une certaine façon de vivre. Et là, c'est vrai qu'avec, Chaplin C'est clair. et Hitler, on voit vraiment une grande, différence. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est comparable et en même temps, c'est incomparable dans le sens où je sais aussi que Chaplin, son père était absent. Enfin, le père d'Hitler, c'était un tyran, c'était quelqu'un d'extrêmement violent. Après, les 2, je crois qu'ils avaient en commun le fait que leur mère était défaillante. La mère de Chaplin avait des graves problèmes de santé mentale, donc elle a été internée. Et alors que la mère d'Hitler, je crois qu'elle était juste, anéantie, enfin, c'était juste l'ombre, d'une mère, en fait. Elle était, aussi un peu, aux abonnés absents. Je crois qu'il y a des paramètres, de cet acabit, aussi, donc voilà, en fait, c'est comparable et en même temps, on est dans des, groupes. Ouais, c'est aussi là où on voit comment dire, la part de la liberté qui peut jouer aussi. Hein. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui est Jean-Pierre Nicolas, et lui, ça l'intéressait beaucoup de voir tous les déterminismes possibles et imaginables, hein, et de voir qu'il fallait les combiner, hein,
l'astrologie, c'était un déterminisme parmi d'autres qu'il fallait justement mettre en regard avec les déterminismes sociaux, familiaux, biologiques même. Et bon, moi, ça m'intéressait beaucoup puisque j'avais une formation en sciences humaines, hein, de travailler comme ça avec cet astrologue qui est un pionnier aussi dans le genre. En Voilà. fait, on pourrait comparer, enfin, cette compréhension de l'astrologie un peu comme, notre génétique. Par exemple, on a notre génétique, mais après, en fonction de la manière dont on va vivre et les traumas ou les choses qu'on va traverser dans notre vie, notre vie émotionnelle et cetera, il y a des choses, qui vont, changer notre corps, notre façon, de vivre notre santé et cetera. Donc c'est un peu la même Exactement. chose, qu'on a un patrimoine Oui, oui. et après en Ouais, fonction de ce qu'on traverse, ben, ça vient, voilà, mettre en avant, certaines problématiques. maintenant, justement, hein, les biologistes, hein, ils parlent aussi d'épigénétique. Avant, on insistait sur le fait qu'on était très marqué par son ADN, hein, puis que bon, bah, c'était comme ça dès le départ, et puis bon, bah, ça durait jusqu'à la fin de la vie. Hein. Mais de plus Ouais. en plus, ils montrent que c'est pas ça. Hein, c'est que hein, y a d'autres facteurs qui jouent et qui vont modifier l'ADN. Voilà, ça s'appelle l'épigénétique. Donc on pourrait dire en astrologie, c'est pareil. Hein, on a un potentiel de départ. Hein, donc il peut y avoir beaucoup de personnes qui aient le même potentiel. Hein, dans une clinique, hein, il y a des fois des gens qui naissent à la même heure. Mais hein, on pourrait dire, hein, il y a une épi-astrologie pour voir que, bon, bah, avec le même jeu de cartes, hein, comme disait Goethe, hein, un bon joueur de bridge, il gagnera toujours, même s'il a un mauvais jeu, alors qu'un mauvais joueur, même avec un bon jeu, il gagnera pas du tout, forcément. Hein, À tous les coups, en tout cas. tous les coups, voilà. Hein, donc, il y a la donne et puis il y a la manière dont on joue les cartes. Voilà. Ouais, c'est extrêmement, intéressant. Comment est-ce que on peut utiliser les cycles planétaires, mondiaux, enfin qui nous touchent collectivement dans le thème individuel ou comment est-ce qu'on corrèle ça? Moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup de questions. Souvent, c'est des personnes qui débutent, qui vont me dire, qui vont me parler, voilà, de conjonctions de transsaturniennes ou comme ça. C'est hyper intéressant parce que quand on débute l'astrologie, on a tendance à voir tous les corps, célestes de la même manière, hein. On se dit, la Lune est aussi importante qu'Uranus, par exemple, en fonction enfin, on a tendance à voir tout le thème, avec la même intensité, la même grille de lecture. Et après, une fois qu'on apprend, on se dit: «Non, en fait, il y a ça qui va passer en priorité, on va apprendre à regarder ce qui va compter, dans les dominantes et cetera». Là, on hiérarchise. On Ouais, hiérarchise, c'est ça, exactement. Et ça fait partie de l'apprentissage, mais j'ai, évidemment des personnes qui débutent et qui ont tendance à voir, des, conjonctions générationnelles, collectives et qui vont me dire: «Qu'est-ce que ça veut dire dans mon thème?» Et moi, souvent, j'ai tendance à, je l'avoue, dire, cette conjonction en fait, c'est générationnel. Sur, une dizaine d'années, vous l'avez, tous et toutes, en fonction de quand vous êtes nés. Donc en soi, pour moi, c'est assez anecdotique. Je vais pas regarder ça en priorité. Après, si elle est en conjonction à un luminaire ou quoi, évidemment, ou à un axe, évidemment. Mais je veux dire qu'en soi, s'il y a une chose à regarder en priorité, ça va pas être ça. Et c'est vrai qu'il y a un manque, on a un manque, de connaissances sur comment est-ce qu'on vient interpréter ça avec de la profondeur dans le thème, individuel. Je vais vous raconter une anecdote, hein, mais ça va prendre un peu de temps, hein, qui a été justement à l'origine hein, du fait que j'ai pris en compte les cycles dans mes interprétations de thèmes individuels. Si vous voulez. C'était en 1971, c'est pas c'est il y a un certain temps. Hein. Et je m'intéressais déjà beaucoup à l'astrologie mondiale. Hein, et chaque pays, hein, d'après André Barbeau, hein, après ses recherches, est relié à deux planètes. Hein. Par exemple, les États-Unis, c'est avec Saturne-Uranus, la Russie, c'est avec Saturne-Neptune, la Chine, l'Inde, l'Israël, c'est avec Saturne-Pluton, l'Europe, c'est avec Jupiter-Saturne, et la France, c'est avec Jupiter-Neptune. Donc, bah, j'avais en tête, si vous voulez, tous les cycles de la France, hein, 1945 par exemple, la quatrième République, 13 ans plus tard, puisque c'est un cycle de 13 ans, 1958, hein, la cinquième République, et là, en 1971, hein, donc on était à une étape importante normalement pour la France. Hein, donc j'avais ça en tête. Et puis, il se trouve que je travaillais, moi, sur les Champs-Élysées,
auprès d'un ordinateur et il y a un monsieur qui se présente et qui fait faire son thème astrologique, hein. Et puis bon, il discute avec le patron d'Astroflash, là, et le patron d'Astroflash se rend compte qu'il avait des difficultés et il vient me trouver. Il me dit, Monsieur Lenoble, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à Monsieur Langagne Bon, alors je regarde le thème, Jupiter-Neptune au milieu du ciel. Alors donc, j'étais en pleine astrologie mondiale à l'époque. Alors ça m'a échappé, vous voyez. Je lui ai dit, Monsieur Langagne, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 13 ans? Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 26 ans? Et là, j'ai voulu que sa mine se décomposait parce que tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y a 26 ans, il avait hérité de l'entreprise de son père. Et puis, il y a 13 ans, eh bien, il y avait eu une grande transformation de son entreprise parce que c'est un poisson qui m'avait fait rire à l'époque. Il m'avait dit, hein, les banques m'ont forcé à m'agrandir. Ça, c'était donc en 1958. Voilà. Et puis en 1971, bon, bah, il se posait de sérieuses questions. Hein, et je l'ai eu en consultation après. Hein, et, et je lui ai posé la question. Hein, sur un cycle de 13 ans, quand on prend le demi-cycle, hein, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 6 ans, en 1965? Ah, ben c'est là où mon entreprise a commencé à avoir des difficultés, hein, parce qu'on a eu la concurrence de Hong Kong. C'était une entreprise de fleurs artificielles. Donc, hein, vous voyez, déjà 1965, concurrence de Hong Kong. Alors après, je continue, je divise le cycle en 4. Alors, en 1968, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là, ne m'en parlez pas. Hein. Ils ont descendu de Paris, une entreprise du Nord. Hein. La CGT est venue créer un syndicat dans mon entreprise. Hein. Lui, il était patron paternaliste. Hein. Il Ouais. m'avait fait rire hein, quand il y a quelqu'un, un de mes employés perd quelqu'un dans sa famille, je paye le cercueil, il m'avait dit. Ah ouais. Donc c'était un patron, je dirais, très bienveillant, très bon. Ouais. Je dirais il était plus patron parce qu'il avait hérité ça de son père. Vous voyez. Alors je lui ai dit en 71, bon bah, vous en reprenez pour 13 ans. Hein, alors je lui ai fait comprendre qu'il valait peut-être mieux qu'il vende son entreprise parce que même si elle avait des difficultés, elle était encore très saine, très vendable. Hein. Alors je l'ai retrouvé 2 ans après, plutôt il est venu me trouver 2 ans après pour me dire, vous savez, je vous ai écouté. Parce que le lendemain, j'ai rencontré un acupuncteur. Alors lui, il a été encore plus dur que vous. Il m'a dit, ah, si vous gardez votre entreprise, vous y laisserez votre peau. Comme vous m'avez dit, l'un et l'autre à peu près la même chose, sans vous concerter, vous vous connaissiez pas. Hein, ben, je me suis dit que c'était peut-être bien que je vende. Donc, j'avais utilisé les cycles, vous voyez, comme ça, spontanément. Vous voyez, j'avais jamais lu ça dans les bouquins. Hein, c'était d'autres techniques, les transits, les progressions. Hein, donc, j'appliquais ce que M. Barbeau faisait en astrologie mondiale, finalement, à l'astrologie individuelle. Puis, comme ça avait marché pour Jupiter-Neptune, après, j'ai testé sur les autres cycles et même sur les planètes rapides et ça marchait aussi bien. Vous voyez, donc je suis devenu un peu celui qui a exploré le monde des cycles dans la vie, comment dire, dans les biographies et puis dans les consultations. Ce qui est Voilà. intéressant avec l'anecdote, c'est qu'il y a le lien, là, c'est particulier parce que, il s'agit d'un patron, d'entreprise qui, est soumis aussi aux lois du marché, Oui, à l'économie, aux mouvements sociaux, voilà, et là, c'est flagrant, quoi. Parce que, du coup, quand Yves dit, «J'ai divisé, ensuite, j'ai fait le quart» et cetera, c'est, l'opposition, le carré, enfin les aspects, planétaires en carré et en opposition, quoi. ouais, c'est comme les 4 saisons C'est par ça, c'est rapport ça. à l'année. Les cycles, et donc à chaque fois, voilà, tout c'est quoi? C'était, tous les 6 ans, c'était l'opposition, c'est ça? Voilà. Et puis tous les 3 ans à peu près, hein, 3 ans et demi ca ouais, voilà, en intermédiaire, 3 ans, ouais, il y a, le carré et donc il y a une remise en question et après il y a ce point de, il faut, créer des changements et ainsi de suite et on voit en fait aussi comment son entreprise a évolué et là, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est lié à des planètes
plus lente, on voit que c'est comment la société lui demande de bouger, comment est-ce qu'il est, face aussi à l'évolution du marché avec les Oui, c'était Hong Kong, oui, oui. Hong Kong qui aussi, se développait. Bon, je pense que maintenant ils sont leaders dans les fleurs en plastique et qui, aussi, écrasaient la concurrence européenne et c'est vrai que maintenant il y a des boîtes qui, sur un certain type de produits qui vont exister essentiellement à l'étranger. Je crois que par exemple en Inde, c'est le textile. Quand même, il y a l'omniprésence de l'Inde sur tout ce qui est textile et Ouais, même les médicaments, hein, bah, ça, c'était une période aussi intéressante avec la mondialisation de voir, comment d'un coup, ça vient redistribuer totalement le marché, et voilà et l'économie, mondiale. Enfin, vous travaillez pas sur, à ce moment-là, sur le prévisionnel en tant que tel. Vous avez juste utilisé les cycles de planètes plus lentes ou transsaturniennes ensemble pour rentrer, dans le cadre de, l'explication des mutations de l'entreprise de ce monsieur. oui, oui, disons que quand on tient un bon filon, j'allais dire, une bonne, comment dire, hein, une bonne explication, hein, une bonne corrélation, hein, bah, il faut la prendre en détail, vous voyez, la décomposer, voilà. Donc j'ai passé au moins 2 heures avec cet homme uniquement à lui interpréter ce cycle Jupiter-Neptune. Vous voyez, c'était quand même les deux planètes maîtresses de sa conjonction Soleil-Lune en Poisson, donc Oui, hein, en plus, donc dans son thème individuel, il avait une dominante forte, voilà, donc c'était pas la peine que je m'arrête sur le reste, vous voyez, parce que hein, moi je suis plutôt quand j'interprète très réducteur. Vous voyez, je cherche qu'est-ce qui est l'essentiel dans le thème. Voilà. Puis après, hein, j'utilise à fond toutes les techniques pour donner le maximum de détails sur ce qui est essentiel. Voilà. c'est super intéressant. En fait, là, je suis en train de me dire, moi, par exemple, j'ai une conjonction Saturne-Uranus en opposition à ma Lune et je viens de me rappeler qu'il y avait eu enfin, je viens de m'en rappeler, je m'en souviens comme si c'était hier parce que je l'ai vraiment bien senti, le carré de Saturne et Uranus. Qui a encore d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite relance à la rentrée avec une orbe assez large, mais en fait, on l'a vécu tout j'en ai parlé dans les horoscopes à gogo d'ailleurs. Parce que je regarde les cycles, des transsaturniennes, parce que je vois que enfin, je sais que ça vient impacter, tout le monde et c'est vrai que en fait, le conseil à donner du coup, ce que vous nous dites, c'est que, si on a une conjonction, enfin ou une planète transsaturnienne ou lente qui va être sur nos axes, qui va être en lien avec nos luminaires et cetera, on peut s'attendre à ce que les cycles de ces planètes ou de cette planète prennent une ampleur toute particulière dans nos événements de vie. Bah oui, parce que bon, bah, si on prend ce cycle Saturne-Uranus, là, donc la Ouais. conjonction a eu lieu en 1988. Hein. Donc, à ce moment Je suis née en 87, c'était juste avant. voilà. Donc, c'est un cycle de 45 ans. Hein. Donc, après, on peut le décomposer justement en deux, en quatre. Hein, et là, si on décompose en quatre, vous allez avoir la période de 2000, hein, et où il y a eu des changements très importants. Après, hein, vous avez eu 2008, bah, qui a été, je dirais, hein, un temps fort justement avec la constitution du G20, vous voyez, parce que suite à la faillite de Lehman Brothers, vous voyez, il a fallu que tous les pays se regroupent hein, pour. Restructure aussi, parce que c'est ça Saturne-Uranus, hein, c'est, Il y a eu la structuration de la ouais. mondialisation, en fait. Hein. Ouais, avec le signe, jupitérien du Sagittaire, quoi, c'est incroyable. Hein, donc cette Ouais. période de 2008, sur laquelle on vit encore pas mal d'ailleurs, hein, a été fondamentale. Et puis bon, ben, récemment, il y a eu le carré Saturne-Uranus qui a créé encore des événements, on a vu, très importants aussi. Ouais et en fait, du coup, ça m'emmène à je pense, pour que les gens comprennent bien ce que c'est l'astrologie mondiale, comprennent qu'ils ont été impactés directement il y a pas longtemps, c'est la conjonction Saturne-Pluton qu'on a vécue en 2020, qui a été aussi doublée, de la grande conjonction Saturne-Jupiter. Donc on avait une triple conjonction entre Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne. Donc ça a été un événement majeur. Barbeau en a parlé. Il y a beaucoup d'écrits dessus. Aux États-Unis, on a Richard Tarnas aussi qui a fait un livre Cosmos et Psyche qui a beaucoup écrit sur ce cycle-là. Et donc d'ailleurs, ça a été un grand moment dans le milieu astrologique parce que il y avait déjà beaucoup de matière sur ce cycle en particulier. Et je pense ne pas m'avancer en disant que les astrologues au niveau mondial
étaient, un peu, au garde à vous quoi sur, qu'est-ce qui allait, s'opérer sur ce cycle? Oui, 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 là, je réécoutais tout à l'heure, parce que je suis en train de préparer, des séminaires justement sur l'astrologie mondiale. Je réécoutais une conférence que j'avais donnée, en 2019, vous voyez? Et justement, j'interprétais, la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, vous voyez? Mais elle n'avait pas encore, Eu lieu? Ouais. lieu, hein, et j'employais, l'image qu'on entrait dans une, période, que j'appelais la période chrysalide. Parce que, je dirais qu'avec Saturne et Pluton, hein, Saturne, c'était la dernière planète des anciens, parce qu'ils ne connaissaient pas Uranus, Neptune, Pluton. Ouais. Pluton, c'est la dernière planète, des modernes, si vous voulez, hein. Donc cette conjonction, Saturne-Pluton, nous met dans les limites, en quelque sorte, nous force, à approfondir les choses, Elle nous pousse dans nos retranchements, ouais. nous pousse dans nos retranchements, exactement, hein. Et comment dire, cette conjonction, qui est amplifiée par Jupiter en plus, il y avait même Mars aussi, elle nous force, si vous voulez, à éliminer, parce que surtout Pluton, hein, c'est une planète, tout ce qui est, tout ce qui n'a plus de raison d'être, tout ce qui est dépassé, hein, doit être, comment dire, supprimé. Voilà. Parce que ce qui est intéressant quand on regarde Saturne-Pluton, je sais pas, moi je suis né avec une conjonction, hein, donc j'ai assez suivi, si vous voulez, l'évolution de Saturne-Pluton, hein. Eh bien, on voit grosso modo, que ça correspond à l'émergence des pays du tiers-monde, si vous voulez, hein. Chaque fois, il y a du Saturne-Pluton, hein. En 1947, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est la naissance de l'Inde, c'est la naissance après d'Israël, c'est la naissance de la Chine, etc. Hein. Si on va très vite, si on prend l'opposition en 1965, hein, c'est une période où la Chine a la bombe atomique, c'est une période, voilà, la révolution culturelle qui l'a fait beaucoup aussi progresser, c'est la période où elle est reconnue par De Gaulle, et tous les autres pays, à la suite de la reconnaissance par la France, vont reconnaître la Chine, hein. C'est un peu une période postcoloniale aussi, avec les Oui, oui, conséquences, hein. oui, oui, oui. Et puis à l'ONU, hein, vous savez qu'à l'ONU, il y a 5 pays qui ont le droit de veto, mais en 1965, on est passé de 5 à 15 dans le Conseil de sécurité. Pour les autres, n'avaient pas le droit de veto, hein. Mais depuis cette période-là, je dirais que, hein, ces pays du tiers-monde ont pris déjà leur place, hein. Mais bon, on verra que par la suite, hein, à chaque fois il y a du Saturne-Pluton, hein, ils disent qu'ils n'ont pas assez de place, hein. Et on peut dire que notre monde, hein, il est basé encore sur la conférence de Yalta de 1944, je crois, hein, qui a créé les règles économiques, hein, Où il y avait sur, une conjonction Saturne-Pluton. Alors, voilà. juste pour remettre un peu de contexte pour les auditeurs et les auditrices qui découvrent, par exemple, concept, cette conjonction et cetera. C'est une conjonction qui se passe tous les quand? C'est quoi le cycle de cette conjonction? Saturne-Pluton, c'est tous les 36 ans actuellement, hein, parce que Pluton est une planète qui a une orbite elliptique, hein, qui est, comment dire, avec une excentricité, c'est-à-dire c'est pas un cercle, hein, c'est vraiment une ellipse, un peu comme un ballon de rugby, si vous voulez, et donc le cycle, il n'est pas toujours régulier. La moyenne, ce serait 33 ans, 34 ans, mais comme Pluton va très vite en ce moment, avec Saturne, c'est plutôt 36 ans. Il va à la même vitesse que Neptune, donc c'est 36 ans. Donc si vous faites 47, 1947, vous ajoutez à peu près 36 ans et vous tombez sur 1982-83. Vous voyez, Donc là, on va reprendre un peu, juste aussi pour donner un peu de contexte au niveau de l'astrologie mondiale. Il y a eu, disons, une des, conjonctions majeures modernes, on va dire, hein, contemporaines, parce que sinon, ça va évoquer, ça va rien évoquer. On a eu quoi? C'est post, Seconde Guerre mondiale, on a eu une conjonction Saturne-Pluton. oui, on va dire, oui, qui structure des États, hein, C'est puisque ça, c'est c'est pas ça. rien, la naissance de l'Inde et de la Chine, hein, C'est les conséquences aussi de la Seconde Guerre mondiale voilà, beaucoup quand même, hein? Cette, oui.
En partie, oui. Mais bon, mais à ce moment-là, on est sur un ordre qui est organisé par les États-Unis, qui ont permis justement la victoire par rapport à l'Allemagne. Donc, c'est à la fois, vous avez un ordre qui est institué et des pays qui sont en train de naître. Je viens de me rappeler qu'on avait 1929, 1900, c'est ça, 44, je crois que c'est ça? Disons, 1929, ça correspondait à la crise monétaire. Ça correspondait Voilà. à la bourse qui avait complètement chuté. Octobre 29, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc Saturne-Pluton, pour l'Occident en général, c'est, je dirais, des périodes difficiles. C'est des périodes de remise en cause de l'Occident, en quelque sorte, Saturne-Pluton. Jupiter-Uranus, c'est en général des planètes où l'Occident avance, fait des conquêtes, etc. Saturne-Pluton, c'est plutôt favorable aux pays de l'Orient, en quelque sorte. Donc pour l'Occident, ça représente des crises. Voilà. Vous avez eu par exemple 1973, qui était un carré. Ça a été le quadruplement du prix du pétrole. Vous voyez, c'est depuis ce moment-là que la France a des dettes qu'on emprunte. Voilà. Il y a toujours des enjeux économiques, il y a toujours un enjeu de crise économique ou de redéfinition des rapports de pouvoir, autour de l'économie, autour des pays aussi impliqués, politiques, hein, c'est très, Saturne-Pluton et il y a cette notion de dépouillement, en tout cas, temporaire, liée, à cette, conjonction où il va falloir réorganiser les choses, c'est ça? Oui, disons que les structures il y a une dissolution de certaines structures. Saturne-Pluton, c'est un peu mourir pour renaître. Disons. C'est ça. Hein, il y a- C'est oui, ça peut être, radical et puis surtout, c'est ces 2 planètes, je trouve, qui sont affiliées à la notion de dépouillement et donc ensemble, voilà, on a oui, alors vraiment, cette, pour revenir à 2020, là, donc en 2019, c'était sous-entendu. Il va falloir se dépouiller dans les années qui viennent. Il va falloir quitter l'ancien monde de Yalta, quitter cet ancien monde depuis 1945, pour aller dans l'inconnu, parce qu'il va falloir créer un autre ordre c'est ça. qui soit compatible avec, je dirais, les intérêts, non seulement des États-Unis et de l'Europe, mais aussi de la Chine, de l'Inde, de ce qu'on appelle le Sud global. Vous voyez, c'est devenu un terme non consacré. Il y a les BRICS, il y a la conférence de Shanghai, il y a le Sud global. Ça réunit tous ces pays émergents, maintenant qui émergent, et bon, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Donc là, Qui continue de se développer, ouais et on est qui dans ce que j'appelle la période chrysalide. Quand vous regardez comment une chenille devient papillon, bon, quand elle n'est plus chenille et qu'elle n'est pas encore papillon, c'est pas tellement beau à regarder. On est dans la période justement, mais c'est la transformation nécessaire. Donc tout ce qui se passe depuis le Covid, là, depuis la guerre en Ukraine, etc., c'est pour qu'un nouveau monde advienne. Voilà. La chenille n'a pas encore donné le papillon. Voilà. on est en plein dans ouais, dans le processus, qui est, un peu chaotique, hein. On est On en peut se plein chaos. Voilà. Donc, En fait, ça m'a fait penser, cette conjonction, parce qu'on parlait du carré de Saturne et Uranus et il y a vraiment ça, il y a eu cette conjonction en 2020 et on a enchaîné sur le carré de Saturne et Uranus qui est aussi, voilà, une transaturnienne et cette planète visuelle et on voit, ce tiraillement, cette tension-là pour innover, pour changer et pour, établir, voilà, ces nouvelles structures, ou en tout cas, comment dire? Se positionner dans un nouveau regard autour des structures, quoi, donc ah oui, parce que on va vers l'inconnu, ouais, mais c'est bon, ça, c'est très uranien d'ailleurs. C'est, vraiment la mais bon, modernité qui s'invite. par exemple, maintenant, la plupart des gens qui peuvent sont en télétravail. Donc le télétravail, bon, change beaucoup de choses dans la manière d'organiser une entreprise. Actuellement, comme il y avait beaucoup de gens dans les bureaux, maintenant que les bureaux sont moins occupés, il y a une crise comment dire, de l'immobilier pour ceux qui possédaient des immeubles de bureaux. Vous voyez, hein, donc c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une évolution
vers un monde dominé par le numérique, en quelque Oui, sorte, parce hein. que le carré était Uranus en taureau, donc l'instabilité aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'économie, tout ça, et Saturne en verso qui parle de ces structures numériques et de la façon dont effectivement on vient changer notre façon de travailler. Et ça a été je dirais la conséquence aussi de cette conjonction Saturne-Pluton, quoi. C'était en fait, on n'a pas forcément envie de revenir au même rythme qu'on avait avant. On peut plus, oui, on Ouais, on peut peut plus. plus. Enfin, on a traversé une expérience, bah, c'est une sorte de catharsis collective, on peut le dire quand même. Et on doit ressortir de ça et puis on doit reprendre le chemin des bureaux et travailler. Non, c'était pas envisageable, et pour moi, c'est vraiment cette dimension du carré de Saturne et Uranus qui a duré ben, là 1 an et demi, 2 ans, 2 ans quand même. Ouais, oui, oui, il joue sur toutes sortes de niveaux, hein, ce carré Saturne-Uranus, hein. Mais bon, c'est un peu une querelle des anciens et des modernes, hein. C'est vraiment ça. Uranus les modernes et Saturne les anciens. Donc dans toutes sortes de domaines, de groupes même, hein, vous avez ceux qui veulent tout casser, les pionniers, hein, on fait plus que du numérique, on fait plus que du télétravail, et puis bon, bah, il y a ceux qui disent oh c'était tellement mieux avant, faut garder les anciennes habitudes, garder le papier, garder les livres et non pas le numérique. Oui, Ouais. il y a des conflits, hein, mais bon, c'est normal, hein, si vous voulez, dans toutes les périodes où il y a des crises, hein, il y a toujours les révolutionnaires qui vont de l'avant et puis les conservateurs. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup aussi de gens qui, suite à la conjonction Saturne-Pluton, qui ont été ramenés à cette solitude chez eux, à repasser du temps en famille, en fait, à prendre de nouvelles habitudes en se concentrant sur leur propre structure, en fait, intime, et cetera. Ensuite, ont remis en question effectivement leur façon de travailler. On a eu beaucoup de transitions professionnelles. On a eu beaucoup de gens qui ont décidé de changer de métier, il y a des gens qui ont décidé de divorcer, enfin tout ce qui était de l'ordre de leur Ouais, oui, structure, qui était dysfonctionnelle, et en fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'on l'a vécu à échelle collective, les structures dysfonctionnelles qui font que en fait, là, pour moi, c'est un peu, le déraillement aussi d'une mondialisation, d'un capitalisme, complètement, décomplexé là. C'est aussi ça, hein, les résultats de cette pandémie. Et après, comment est-ce qu'on va aussi porter ce même regard, pour nous, en nous, dans nos vies intimes, et on voit que ça a été, aussi, des prises de conscience, après qu'il y a eu, hein, des impacts en fonction des gens qui ont pas été les mêmes, comme des gens qui ont été touchés par, ce cycle, planétaire, mondial à des niveaux différents. Il y en a on a tous été, touchés globalement, mais il y en a qui ont été plus touchés que d'autres, et ça aussi, c'est pareil dans ah nos oui, vies, personnelles, intimes, sentimentales, et cetera. oui, il y a eu beaucoup de remises en question. Alors chez certains, ça a pris même la forme de dépression. On voit même les étudiants, hein, les 18-20 ans, ils n'ont pas eu de Ouais. facilité pour leurs études, hein, puisque ne pouvaient plus se retrouver ensemble. Donc ils étaient dans leur chambre là toute la journée. Bon, c'était pas génial pour eux, hein. Il y a eu beaucoup de, comment dire, hein, de choses difficiles à vivre. Mais bon, on est encore sous le coup de tout ça, hein. Mais bon, je pense qu'il y aura des nouvelles configurations bientôt qui vont être plus équilibrantes. Voilà. Là, on est quand même dans des configurations qui remettent en cause, hein, beaucoup, hein. Et je me demandais, vous disiez en amont qu'en fait c'était une phase chrysalide, hein? Oui, En gros, on initiait une grande transformation collective, et que du coup, c'était un état intermédiaire, particulier. C'est marrant parce qu'il y a vraiment, avec le principe de la chrysalide aussi, de rester, caché, de rester enfin de rentrer sous couvert. Enfin, il y a comme bah, un peu tout ce qu'on a vécu, hein. C'est comme si on était tous rentrés, dans nos chrysalides personnelles, et on avait été tous aussi un peu forcés à nous faire face et à nous transformer au même niveau que, collectivement. Donc ça a été une sacrée expérience collective. Je dirais que le seul, pour moi, aspect positif de ce transit, mais on va dire l'aspect positif des grands transits, collectifs, c'est qu'on a cette expérience commune.
et on peut s'unifier autour de «on vit la même chose, au même moment», voilà, et il Oui, y a oui, quelque chose de oui, oui, on a vécu le même psychodrame, voilà. ouais, c'est ça, c'est on n'est pas isolé dans nos, propres histoires, on vit une histoire commune et quelque part, ça peut être quelque chose de Non, salvateur aussi, quoi. il y a des choses, pour qu'il y ait des changements, il faut un psychodrame, hein. On a connu des psychodrames, comment dire, des psychodrames très dramatiques, hein, à travers des guerres, hein, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Hein, souvent, malheureusement, ce sont les guerres qui opèrent les grandes transformations. Bon, ben, là, cette épidémie, bon, ben, ça a forcé à des grandes transformations. Voilà. Et ouais, Donc, alors pour la petite histoire, hein, Monsieur André Barbeau avait déjà 30 ans à l'avance, hein, pointé justement que 2020 serait la pire année du siècle, hein, du 21e siècle. ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on a traversé ça ensemble. Moi, j'avais vu, vis-à-vis d'André Barbeau, le fait qu'il avait évoqué le lien entre les conjonctions Saturne-Pluton et le côté grande catastrophe humanitaire aussi, quand même. Donc il avait fait le lien, enfin, d'après ce que je me souviens, mais vous pouvez me corriger, hein, si, je dis vague. Je me souviens qu'il y avait peut-être cette corrélation, post, Seconde Guerre mondiale avec, la Shoah. Dans les années 80, il y avait, le côté, Il y a eu le le sida sida avec Jupiter, et c'était la conjonction Saturne-Pluton. D'ailleurs, Jupiter, Saturne, Pluton, les trois. Jupiter aussi? En 80. Une grande conjonction. Alors après, petite précision, les anciens, dès, enfin voilà, le Xe siècle et tout ça, il y a eu beaucoup de théorisations sur les grandes conjonctions, c'est-à-dire, Jupiter-Saturne, qui marquaient aussi pour, voilà, les penseurs de l'astrologie, des grands moments clés, politiques aussi, des grands moments de tournant politique. C'était les deux seules planètes qu'ils avaient, hein, à l'époque, hein, ils pouvaient pas. C'était dans les changements de signes de triplicité. Voilà. Quand on changeait de triplicité, parce que les conjonctions Jupiter-Saturne se forment pendant 200 ans, toujours Dans les mêmes, éléments, c'est ça, d'air, c'est ça, dans c'est ça. les signes d'air, etc. Voilà. Dans les mêmes éléments. Voilà. Les triplicités. Hein. Et donc, bon, là, on est en train de changer. Hein. On passe de la Terre à l'air. Hein. Mais les anciens se basaient beaucoup, grosso modo, tous les 200 ans à peu près, sur les changements de triplicité. Voilà. C'était une des grandes théories de l'astrologie mondiale. Oui, il y avait ce côté, dynastique. Ça veut dire qu'il y avait, telle dynastie qui, prenait le pas ou telle, Voilà. tendance politique pendant 200 ans et puis il y avait un changement, voilà, politique majeur, On peut refaire une histoire un peu sur ces cycles. Bon, maintenant, ça marche plus parce qu'il y a les nouvelles planètes. Mais jusqu'à une certaine époque, jusqu'à la Révolution française, grosso modo, on peut se baser sur les cycles de enfin oui, Jupiter-Saturne. ça le monde fonctionne plus de la même manière et on a découvert Pluton en 1930 et depuis il y a eu ce travail, mais en fait, c'est un travail extrêmement récent que Barbeau, en est, un des pionniers, enfin, c'est le pionnier en tout cas, français. De, parler de cette conjonction et de cet impact, de transformation, collective. Voilà. Donc il y a, voilà, aussi cette, le sida en 81-82. Donc oui, toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont nées, dans ces années-là, vous avez, Saturne et Pluton dans le même signe et vous êtes nés dans une atmosphère, qui est assez particulière. Parce qu'en plus, c'est les années 80, c'est le grand boom. C'est une économie qui flambe, en fait, aussi, hein. Bah oui, 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 sous 79, c'était Reagan, c'était Thatcher, c'est ce qu'on appelle le début de l'économie libérale. Hein. Ouais, mais du coup, il y a une espèce de folie quand même, de consommatrice, enfin, enfin, après bon, c'est mon regard, moi, de de ma génération, mais il y a quand même cette amplification énorme et en même temps, il y a alors la conjonction était en Balance, hein, dans un signe, voilà, qui parle de justice, qui parle, de la relation à l'autre, et cetera. Et en même temps, il y a cette pandémie qui émerge et c'est extrêmement bizarre parce qu'avec le sida, il y avait ce déni collectif autour de cette pandémie. Donc vraiment le refus d'adresser ça publiquement et c'était quand même une pandémie qui était cachée parce que elle concernait une minorité. Oui, oui, oui. Mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à cette époque, tout ce qui était d'ordre familial Explosait aussi. explosait. Hein, par exemple, l'autorité parentale, hein, disons, le partage de l'autorité entre le père et la mère, c'est arrivé à cette période-là.
Les divorces, Bon, tout le monde qui divorce quoi voilà, aussi, genre, le cadre familial qui explose. voilà, comme c'était dans la signe de la Balance, donc Ouais, hein, c'était, on vit plus sur le même mode les relations sociales, familiales, de couple. sentimental, ouais, ouais, Voilà. complètement. C'est vrai qu'il y a eu aussi les premiers gros divorces et on voyait les premiers films parler de ça, il y avait cet individualisme aussi. C'est comme si ça venait un peu anéantir les principes du compromis et de l'harmonie, de la balance quoi aussi. Donc là, on a la dernière fois c'était dans les années 80 et ensuite, c'était 2020, voilà. Et donc Barbeau, qu'est-ce qu'il avait dit sur cette conjonction, de 2020? Sur la conjonction de 2020, bon, il disait que pour l'Europe, ça serait vraiment très difficile, hein, parce que ça touche le cycle Jupiter-Saturne. Vous voyez, Pluton touche Jupiter-Saturne, hein. Donc ça créerait une crise en Europe. Et puis, bon, bah, il parlait globalement hein, que pour lui, c'était vraiment une chute de vitalité, que pour lui, ça pouvait prendre toutes les formes de catastrophes possibles. Alors, il les énumérait, crise écologique, et puis il parlait même d'épidémie. Hein, Ouais, il parlait c'est pour d'épidémie ça que aussi, ouais. c'était vraiment formidable, parce qu'il avait réussi à anticiper en quelque sorte, hein. Bah, après c'est un risque aussi, dans nos métiers d'astrologue d'anticiper et tout ça, des choses parce qu'on peut aussi, mais il a ce recul, c'est ça qui est intéressant, C'est-à-dire qu'il donnait, c'est il qu'il donnait a une gamme de possibilités, vous voyez. c'est ça, mais c'est toujours comme ça l'astrologie de toute façon. On sait que quelque chose va se passer, après, Oui, oui, voilà, hein, il parlait d'une sorte de période d'hibernation de la société. Oui, c'était. ouais, mais il est fort. Il est quand même très fort, c'est pour ça que voilà, c'est André Barbeau. C'est intéressant parce que là, on est un peu entre 2. Donc on a bientôt là, début 2024, la conjonction Jupiter-Uranus. Donc ça, c'est quand même, enfin moi je trouve que c'est quand même sympa comme, comme conjonction. On a Pluton qui commence à basculer dans le signe du Verseau et donc pour nous, ça va être c'est quand même un peu le début, l'initiation de notre tour de Pluton. Et dans la foulée, on a aussi le trigone entre, c'est Pluton et Uranus qui d'abord commence en tout cas à s'initier en signe de terre entre le taureau et le capricorne, et ensuite bascule complètement en signe d'air entre le verseau et le gémeaux. Voilà, bon, Monsieur Barbeau disait qu'effectivement, hein, on approche d'une période où il y a beaucoup de sextiles et de trigones, parce que en même temps que le trigone Uranus-Pluton, vous avez le sextile Uranus-Neptune. Voilà. Et ça fait plaisir Donc, mais bon, ben, normalement, quand on fait de l'astrologie mondiale, on remonte dans le passé, hein, aussi, on remonte aux conjonctions, pour aller regarder ce qui se passait à ce moment-là. hein. Donc, le trigone Uranus-Pluton, il OK. vient d'une conjonction en 1965. Le sextile Uranus-Neptune, il vient d'une conjonction en 1993. Voilà. Donc il y a eu des germes qui ont été plantés, j'allais dire, dans ces périodes-là. Donc, tout ce qui a été planté dans les années 65, 68, on va dire, 69, et puis dans les années 89, 92, bon, bah, ça va donner ses fruits en quelque sorte, hein, très prochainement, là, en 2024, 2025. Hein. Ça s'initie, après c'est des cycles longs, hein. Le trigone, il dure 10 ans, hein, en fait, hein, vu qu'il bascule d'un signe à un autre. Uranus-Pluton. Oui, oui, oui. Donc là, on va être dans une période où il y aura de nouveaux équilibres, puisque les trigones, c'est plutôt hein, la notion d'équilibre qui est derrière. Hein. D'opportunité, Disons que euh, quand je parle du trigone, moi, en cours, je reprends une phrase de De Gaulle. Hein, il avait été en Russie, il disait maintenant, hein, il faut que nous ayons une détente hein, qui entraîne l'entente et la coopération. Donc là, on voit quand même, hein, on est dans de l'affrontement. Hein, la guerre d'Ukraine, c'est un peu l'affrontement hein, des États-Unis avec la Russie.
pas se le cacher, si vous voulez. Hein. Mais bon, bah, la Russie qui se veut être un peu, comment dire, le représentant des pays du Sud global. Vous voyez, hein, c'est dans le discours, hein, tout ça. Hein. Donc, normalement, hein, cet antagonisme bon, qu'on vit douloureusement en ce moment, hein, les pauvres Ukrainiens, ceux qui en font les frais, hein, eh bien, je pense qu'avec tous ces sextiles trigones, on devrait arriver, hein, à trouver, comment dire, des compromis, en quelque sorte. Hein, où, comme je dis toujours, hein, on vit sur un ancien Yalta. Hein, Ouais, ça, c'est hyper intéressant. On reste sur un modèle qui a été créé en 44, voilà, quoi. et je pense qu'on va bientôt créer un nouveau Yalta. Hein, et Yalta, vous savez où c'est Yalta? Non. C'est en Crimée. En Crimée, c'est l'accord, c'est l'endroit, oui, où ça a été, Hein, et justement, hein, tout le problème de l'Ukraine, hein, en partie, c'est la Crimée. Vous voyez, donc, c'est hyper intéressant. Oh, le symbole! Ah ouais. je pense que hein, la sortie de crise aboutira hein, à une sorte de nouveau Yalta. Je ne sais pas si ça sera à Yalta qu'ils vont se mettre. Oui, mais j'ai compris en tout cas un accord, commun, le fait de se réunir et de dire: «On regarde dans une direction, commune où on décide, Voilà, d'avancer», ouais. on crée hein, des nouvelles institutions, ou dans les institutions existantes, par exemple, je sais pas quoi, le FMI, la Banque mondiale, c'est l'Occident qui domine, hein, qui a beaucoup de sièges, qui a beaucoup de représentants. Bon, ben, on donne davantage de place à l'Inde, à la Chine, euh, etc. Vous voyez, il y a une sorte de rééquilibrage. Oui, mais on est un peu obligé là parce que c'est extra on est dans une dissonance incroyable parce qu'on a ces pays qui ont quand même une grande puissance, et en même temps on se comporte, presque pour moi ça fait un peu monde aussi post-colonial quoi. On se comporte encore comme si on était, Voilà. bien au-dessus alors qu'en fait, absolument pas et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi il y a pas d'accord écologique ni quoi que ce soit parce que en fait, ils nous montrent bien qu'ils ont pas à aller dans notre sens. Oui, oui, oui. Donc, Donc il y a une tension, de pouvoir, qui donc, est terrible, quoi. bon, il faut arriver à trouver des compromis où chacun a la place qu'il mérite, en quelque sorte. Oui, Hein. qu'on est valorisé aussi, parce que là, c'est vrai que c'est qu'une poignée de personnes qui sont valorisées par l'ordre, des choses actuelles. Donc, tout ce qu'on vit actuellement, au fond, hein, c'est d'arriver à un nouvel équilibre mondial. Voilà. Je me demandais pour, la conjonction Jupiter-Uranus qui arrive là bientôt et qu'on ressent, hein, quand même, qui est déjà Alors présente. Jupiter-Uranus, par exemple, par rapport à 1965, hein, ça a été en 1969. Hein, Elle était dans quel signe? Jupiter-Uranus, c'était au début de la Balance, si mes souvenirs sont bons. Hein. C'est à ce moment-là que l'homme a été sur la Lune. Vous voyez. Donc Jupiter-Uranus, c'est très lié, je dirais, à des conquêtes. Hein. Là, c'était des conquêtes spatiales. Bon, ben, moi, je pense qu'il va y avoir des grandes conquêtes de l'espace. Hein. Bon, ben, peut-être qu'il y a des pays qui vont se rattraper. Hein. C'était les États-Unis en 1969, mais bon, il y a des pays qui ont envie aussi d'aller planter leur drapeau sur la Lune. Hein. Mais bon, ça peut être des conquêtes, moi je pense Technologique, en en fait. technologie, vous voyez, notamment en biologie, vous voyez, hein, autour de l'ADN, tout ça, du génome humain. Je pense qu'il pourrait y avoir des grands progrès de la médecine. Oui, mais je trouve qu'on enfin, personnellement, là, je trouve qu'on le voit, en fait, déjà apparaître. Oui, oui, Il y a, des avancées sur le cancer, sur le sida et cetera. oui, oui. Enfin, je trouve que c'est déjà présent. En fait, Jupiter-Uranus, hein, dans son meilleur côté, hein, c'est les progrès technologiques. Hein, c'est bon, dans les mauvais côtés, je dirais, c'est les mouvements les plus nationalistes, les plus extrême droite, hein, les plus Radicaux. radicaux. Hein. C'est un côté révolutionnaire, hein, Jupiter-Uranus. Hein. Mais bon, en général aussi, l'économie, l'entrepreneuriat se développe beaucoup. Donc bah, je pense que ça peut être une reprise aussi au niveau économique, si vous voulez. Là, on est un peu dans une morosité. Je pense qu'avec Uranus, bon, bah, hein, on se sent des ailes. Hein, on réfléchit plus, on y va. Voilà, on fonce. Hein, on est capable de mobiliser ses énergies. Voilà. C'est ouais, c'est super intéressant. En fait, je me dis, enfin, le panorama, politique est quand même, de plus en plus clivé et
Juste pour faire le parallèle avec, le retour de Pluton, qui se met un petit peu en branle en France et on voit que c'est jusqu'en 2025 qu'il y a des petits allers-retours, enfin, qu'il y a cette passation, enfin, qu'il y a cette transition entre Pluton en Capricorne et Pluton en Verseau et en fait, je me dis, heu, qu'on est déjà enfin, que, par exemple, aux États-Unis, il y avait un gros clivage politique avec le retour de Pluton dans laquelle ils sont encore, hein, à l'heure actuelle. Ils ont eu Trump et cetera et le pays était plus divisé que jamais. Enfin, il y a vraiment eu cette espèce de notion politique irréconciliable entre les démocrates, et les comment on les appelle déjà? Les démocrates et les conservateurs, enfin, Les mais il y a un autre mot. Les républicains, les voilà, c'est le mot que je républicains, cherchais et les républicains et en fait, je trouve, que quand, il y a eu toutes ces problématiques aux États-Unis et puis eux, ça pour moi, le retour de Pluton, c'était vraiment, le déballage de linge sale un peu en public. Enfin, on voyait vraiment sur quels enjeux cette, nation a été bâtie. en fait, il y a un cycle, hein. En fait, les États-Unis, ils sont en train de boucler un cycle de 245 ans. Ouais, c'est énorme. Parce qu'ils sont nés justement avec Pluton en Verseau, hein, il y a 245 ans. Hein. En Capricorne, je crois, en Capricorne. Vous faites 2023 moins 245, hein, vous tombez sur 1778, vous voyez, qui est la Ouais, période, hein, de la naissance des États-Unis. ouais. Donc, faut le faire. Hein, hein, ils en reprennent pour 240 ans, là, en quelque sorte. Vous voyez, hein, ils sont vraiment à un grand tournant. Donc, ils sont dans une phase plutonienne, hein, de mutation profonde. Voilà. Mais Et bon, nous, on rentre là-dedans. et ils entraînent, parce qu'eux, ils ont une force d'entraînement. Hein, ils entraînent beaucoup de gens derrière, si vous voulez. Hein, parce que Ah oui. ce qui se passe à la bourse de New York, après, c'est tout de suite répercuté dans les bourses européennes. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est toujours important de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Mais eux, ils sont en pleine crise plutonienne. Vous voyez, Pluton sur Pluton. Voilà. Puis là, on voit que Trump a été, inculpé. Enfin, c'est marrant parce que Trump, c'est vraiment l'archétype du genre de personnes qui, ont créé les États-Unis au départ. C'est Ben voilà. vraiment, Là, voilà, et justement. il se retrouve avec un président qui représente vraiment, l'état d'esprit dans lequel le pays a été construit, voilà, 245 ans avant, avec, des personnes qui étaient, refoulées d'Europe parce qu'elles n'étaient pas forcément, tout à fait honnêtes ou qu'elles étaient, dans cette dynamique entrepreneuriale qui pouvait être un peu, super libérale, écrasante, machin, machin. Bref, donc c'est hyper intéressant et nous, en France, on commence un peu ce processus-là. Au Oui, final, la Révolution française, c'était pas loin. ouais. Mais c'était Pluton en Verseau, en En Verseau l'occurrence. aussi, mais pas au départ du Verseau, un peu plus loin. Oui, oui, oui. C'est un processus qui va durer un moment, Ah, mais disons que le trigone qui s'opère, de Pluton, il est lié aussi à notre retour, de Pluton. Donc c'est intéressant de voir comment notre pays, va, beaucoup évoluer et là, je me disais avec, cette conjonction, c'est parce qu'en fait, j'y viens, c'est à ça que je faisais référence, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, je me dis: «Mais on voit aussi comment les esprits sont clivés et quand je voyais ça aux États-Unis, je trouvais pas que c'était présent en France, mais maintenant, je trouve que c'est très présent, cette radicalité politique en France. bah oui, quand on voit les extrêmes, oui, qui siègent à l'Assemblée nationale, oui, oui, on a, Très compliqué sur les valeurs et les valeurs sont clivées. on a le choix. Hein. Mais bon, ça facilite pas justement l'avancée, puisqu'il y a tellement de, comment dire, de tendances extrêmes différentes que trouver le point commun, le compromis, hein, il y en a qui s'y essayent, mais ils ont du mal en ce moment. C'est ça. Donc je me dis: «C'est peut-être ça aussi, c'est ce côté début enfin en 2024 parce que c'est là où la conjonction est exacte, ce côté encore plus, voilà, encore plus clivant, mais aussi ça pousse des avancées. Il y a cette notion de résistance qui rentre en ligne de compte avec Uranus aussi, de part et d'autre. Donc on voit qu'il peut y avoir cette tension politique un peu électrisante qui rentre, voilà, qui continue d'évoluer. On est d'accord? C'est un peu ça? Il faut de la transformation, hein, avec Pluton. Hein, et le Verseau, ça permet aux choses de se manifester, de s'extérioriser. Donc Pluton, c'est plutôt une force d'approfondissement. Hein, on descend en profondeur, puis à un moment donné, il y a le Verseau ou Uranus qui joue. Pssst, hein, c'est un peu, comment dire, comme sur le feu, oui, la cocotte minute. Vous voyez, tout d'un coup, là, hein, ça.
Ouais, il y a des G, ouais. Et donc, je pense cette conjonction, elle peut présager aussi, enfin, elle peut, donner des indices sur cette future ce futur, trigone Uranus-Pluton, qui, continue de s'opérer là sur les années à venir et aussi, Oui, mais bon, à ce moment-là, comme c'est un trigone, ça sera sur un mode, je dirais, plus court. ouais, Voilà. sur, Ouais. des les on va regarder les changements positifs qui s'opèrent pendant la conjonction Jupiter-Uranus pour essayer de retenir ces moments et les projeter positivement, en tout cas les voir s'épanouir et prendre peut-être plus de place sur les années à venir. C'est ça le Oui, je pense qu'il faut envisager les choses comme ça. bon, mais tant mieux. Je pense qu'on a fait le tour. Là, on a parlé, quand même, voilà, de autant de cet impact, individuel et grands transits aussi qu'on a traversé, qu'on va traverser aussi accessoirement, bientôt. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, Yves, d'être venu, répondre à nos questions et répondre, nous partager surtout, votre savoir, votre savoir-faire et votre vision, de l'astrologie. Je voulais savoir, est-ce que vous avez éventuellement un livre ou il y a votre site déjà, qu'on peut trouver avec plein d'articles qui sont hyper riches. Est-ce que vous avez, d'autres supports? Il y avait il y avait comment dire? Non seulement il y a des articles, mais c'est des audios, hein, comme j'ai organisé les congrès là, vous nous disiez tout à l'heure, hein, j'ai mis des conférences qui avaient été enregistrées, je les ai mis en MP3 et donc on peut les écouter. C'est comme si vous assistiez à un congrès en C'est 1997 ou génial. Donc 2000, c'est une mine etc. Voilà. d'informations. Donc pour toutes les personnes qui veulent apprendre, vous allez apprendre, des tonnes de choses grâce, à ces enregistrements qui sont libres d'accès et qui sont sur le site, de Yves Lenoble. Donc vraiment, je vous invite à écou Alors sinon, moi j'ai écrit un livre, je sais plus, c'était ouais. l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, et donc j'en ai encore quelques exemplaires. Alors, dans ce livre, je parle justement d'astrologie mondiale, je parle de consultation, je parle des cours, je parle de l'astrologie des groupes, hein, qui est un peu aussi ma spécialité, puis les cycles à travers tout ça, hein. Donc, euh, donc ce livre, il est, comment dire, il est plus tellement dans la librairie, mais on peut me le commander parce qu'il m'en reste. Merci de m'avoir invité pour parler d'astrologie mondiale, hein, ce qui est rare, vous voyez, on demande rarement aux astrologues de parler d'astrologie Bah, c'est mondiale. passionnant Voilà. pourtant, c'est passionnant. Oui, 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 mais d'abord il y en a peu qui s'y intéressent, et puis bon, bah, moi c'est très rare qu'on me demande, vous voyez. Ah. Alors un grand merci, vous voyez, parce que j'ai toujours plaisir à parler de tout ce qui est collectif, donc ça tombe bien. On avait échangé sur un autre épisode aussi, qu'on enregistrerait sur, Nostradamus. Ah bah si vous Hein? voulez, On parce se que j'ai eu la retrouve pour chance parler de d'être Nostradamus parce que, j'ai été très lié à ces chercheurs là qui ont connu la correspondance de Nostradamus, donc à partir de cela, on a eu un nouveau regard sur Nostradamus et on a vu qu'il avait écrit aussi bien des lettres que ses almanachs, hein, donc on a eu une vision plus large. Et les lettres permettent de mieux comprendre ce qu'il a écrit dans les almanachs et puis bien sûr les centuries. On ne connaît que les centuries, mais il y a aussi les almanachs et il y a aussi sa oui, qui est en correspondance. fait, Voilà. l'un des plus grands astrologues, français, connus et la part de Oui, l'astrologie dans son travail parce que souvent on le voit comme un espèce de prophète visionnaire voilà, comme si ses visions sortaient de son esprit en tant que médium, mais en fait, c'était, surtout avant tout un astrologue donc on voilà, on oui, la correspondance prouve que c'était un c'est ça. astrologue. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois parce que sinon on va enchaîner sur le sujet et puis on va enchaîner sur l'astrologie mondiale et Nostradamus, l'astrologue. Mais on va se garder ça pour un prochain épisode. Je, reviendrai du coup vers vous pour qu'on, se planifie ça, probablement sur, début 2024. En attendant, je vous dis, bah, à très bientôt Yves et au revoir. Au revoir.
Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des informations nouvelles aussi sur l'astrologie et ses cycles. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter sur les plateformes qui le permettent comme Spotify, comme Apple Podcast, comme aussi YouTube. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.